Bonjour, merci de cette invitation à venir parler avec vous. Et je veux dire dès le départ que, à mon sens, la question de l'éducation et de la formation sur l'enjeu changement climatique, elle est essentielle. Et je veux juste reprendre les termes du rapport du Conseil de l'ensemble des académies des sciences, le Conseil interacadémique, qui avait indiqué que l'éducation, elle est essentielle pour donner aux plus jeunes des clés pour comprendre et des clés pour agir. Alors, dans cette présentation, ce que je veux faire, c'est quelques repères par rapport au climat global. Et puis ensuite, partager avec vous les points clés du rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré qu'on a rendu en octobre dernier. Mais avant de le faire, je voudrais savoir si parmi vous, certains en ont pris connaissance de ce rapport spécial sur 1,5 degré. Ok. Donc je pense que ce ne sera pas superflu. Et si j'ai le temps, et puis si je n'ai pas le temps, tant pis, parce que ce sera pour les questions, je peux aussi partager avec vous quelques-uns des points clés du rapport que nous avons rendu au titre du Haut Conseil Climat pour que l'action de la France soit à la hauteur de son ambition sur la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre. Alors je commence en fait avec ce drapeau français revisité. Donc en fait c'est une représentation visuelle développée par un météorologue britannique. Chaque bande c'est une année, ça démarre en 1850, ça finit en 2018, et c'est une représentation du réchauffement à la surface de la Terre. Alors on peut le faire pays par pays, de l'Amérique en Europe, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient et au Pacifique. Donc une ligne, un pixel, un pays, une année, et on voit en fait se manifester ainsi les caractéristiques de ce réchauffement planétaire. Donc avec un réchauffement en moyenne à la surface des continents et des océans aujourd'hui d'environ 1 degré, avec un réchauffement plus prononcé au-dessus des continents et très fort autour de l'Arctique. Alors ça c'est ma version œuvre d'art avec la carte de France derrière. Donc c'est la même chose pour l'évolution de la température en France, ici depuis 1901. Et pour ceux qui préfèrent les graphiques scientifiques traditionnels, c'est la représentation de Météo France, donc c'est l'indicateur température annuelle en France, la différence par rapport à 1961-1990 pour chaque année. Et donc vous voyez ce réchauffement de 1,4 degré, avec 2018 en France, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un climat qui change, c'est aussi une distribution des événements météorologiques qui changent, puisque le climat finalement c'est l'ensemble des conditions météorologiques intégrées sur un temps long. Donc moi, je décris en fait cela comme les dés pipés. Donc chaque jour, vous avez une certaine probabilité pour un climat donné, stable, d'avoir des événements froids, des événements moyens, température moyenne, et des événements plus chauds que les normales. Quand le climat se réchauffe en moyenne, cette distribution de probabilité se décale. Donc vous avez toujours de temps en temps des événements froids, mais ils sont plus rares, et c'est plus difficile de battre des records de froid. Vous avez donc des moyennes qui augmentent, ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez plus d'événements météorologiques chauds. En France, 4 à 6 jours chauds de plus par décennie, au cours des dernières décennies. Et vous avez de nouveaux extrêmes chauds, et on va les voir cette semaine, jeudi, vendredi, dans beaucoup de régions en France, pour les minimales comme pour les maximales. Alors en réalité, ça c'est une représentation idéalisée. En réalité, la distribution, elle n'est pas tout à fait symétrique. Et il y a une augmentation encore plus forte des extrêmes chauds, en particulier parce que quand les sols sont secs, il y a des phénomènes de surchauffe et d'amplification de l'intensité des vagues de chaleur. Donc, je rappelle en fait en France, 1,4 degré, une accentuation depuis la fin des années 90, des vagues de chaleur plus fréquentes, une augmentation des pluies annuelles au nord, une baisse au sud, une augmentation des records de pluie torrentielle dans le secteur sud-est. Les épisodes de type Cévenol ont une intensité qui augmente année après année sur les records. Une tendance à l'assèchement du sol, une tendance à l'augmentation de l'intensité des sécheresses qui ont aujourd'hui une durée moyenne de l'ordre de 2 mois. Donc ça, c'est le climat qui change. Et ce climat qui change, c'est parce que nous perturbons profondément le bilan d'énergie de la Terre. Alors nous le perturbons en injectant massivement des gaz à effet de serre. Et là, en fait, j'ai repris les données dans les carottes de glace en zoom sur les derniers 2000 ans, plus les mesures directes dans l'atmosphère sur les dernières décennies. Et vous voyez par rapport au climat pré-industriel, les derniers 2000 ans, la rupture très profonde qui démarre dans les années 1850-1900, donc une concentration en CO2 qui augmente fortement et qui est croissante année après année. Donc le dioxyde de carbone, c'est celui qui a le poids le plus important sur le bilan d'énergie de la Terre. Il a une durée de vie très longue. On estime que sur les émissions aujourd'hui, 15 à 40% continueront à agir sur le climat sur une échelle de temps de 1000 ans. Un tiers de nos émissions est repris par les océans et provoque leur acidification. Et enfin, le CO2 pour le climat, il a un effet cumulatif. C'est-à-dire que l'évolution future du climat va dépendre des émissions passées, présentes et futures de CO2. C'est en fait aussi le cas pour l'oxyde nitreux en bas, qui est plutôt lié à certains processus industriels et l'utilisation d'engrais azotés sur les cultures.
donc l'agriculture intensive. Le méthane, au milieu, lui, il a une durée de vie plus courte, une dizaine d'années dans l'atmosphère, un effet de serre hyper intense, mais une durée de vie plus courte. Il est lié à des fuites de gaz, mais aussi à la fermentation de déchets, à la riziculture, à l'élevage intensif, 1 milliard de vaches sur Terre. Le méthane, en fait, interagit également avec la chimie atmosphérique. Plus vous mettez de méthane, plus vous augmentez la capacité oxydante de l'atmosphère, plus vous favorisez la formation de pics d'ozone à la périphérie des grandes villes. Et par là, je veux aussi insister sur l'intersection entre certains facteurs qui agissent sur le climat, mais aussi qui agissent en dégradant la qualité de l'air. Donc, en termes de perturbation du bilan d'énergie de la Terre, le premier facteur, c'est nos rejets de dioxyde de carbone. Donc aujourd'hui, 40% de plus que le niveau pré-industriel. Et c'est responsable, pour chaque mètre carré à la surface de la Terre, d'un déséquilibre du bilan d'énergie de l'ordre de 2 watts. Deuxième facteur le plus important, c'est le méthane. On est à environ à 2,3 fois le niveau pré-industriel. Et l'effet sur le climat, c'est de l'ordre d'1 demi-watt par mètre carré. Si on veut stabiliser le réchauffement à venir, il faut agir en premier sur les émissions de CO2, les faire réduire fortement jusqu'à aller vers la neutralité CO2. C'est la seule condition pour contenir et stabiliser le réchauffement à venir. Et ensuite, il faut aussi agir sur tous les autres facteurs à plus courte durée de vie, et puis les réduire le plus rapidement possible également. Donc pour donner une image d'ensemble de ce qu'est le réchauffement climatique, c'est un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, donc il y a l'ensoleillement qui arrive, la surface des continents, des océans qui se réchauffent, et puis qui envoie un rayonnement thermique vers l'espace. Plus on ajoute des gaz à effet de serre, plus en interaction avec le profil vertical de température, on va piéger de la chaleur. Ça va provoquer un ensemble de phénomènes amplificateurs, augmentation de la quantité de vapeur d'eau, par exemple, qui est un gaz à effet de serre naturel, mais dont l'effet est renforcé quand on a un déséquilibre du bilan d'énergie. Perte de l'effet miroir des glaces, qui amplifie le réchauffement, en particulier autour de l'Arctique. Et puis des facteurs stabilisateurs. Donc le gros facteur stabilisateur, c'est l'océan. L'océan, il a absorbé 93% du surplus d'énergie emmagasiné dans le système climatique. Donc il joue le rôle d'accumulateur géant. Ça amortit le réchauffement en surface. Par contre, ça va le faire durer très longtemps. Le temps de mélange des masses d'eau dans les océans, le grand tapis roulant océanique, c'est à peu près 1000 ans. Donc quoi qu'on fasse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ces masses d'eau plus chaudes, elles vont se propager en profondeur. Et puis graduellement, elles vont ressortir de la chaleur vers le bas de l'atmosphère. Et ça rend ce changement climatique inéluctable. Les océans qui se réchauffent gonflent. La fonte généralisée des glaciers, qui est aussi une conversion d'énergie en fait. La fonte du Groenland, l'écoulement accéléré de l'Antarctique, contribuent à la montée des océans. Environ 2 mm par an au XXe siècle, une accélération sur les dernières décennies. À cause d'une contribution plus grande du Groenland et de l'Antarctique, on est sur un rythme de 3,5 mm par an aujourd'hui. Le réchauffement des océans, la montée du niveau des mers sont des conséquences directes de la perturbation du bilan d'énergie de la Terre. Alors l'indicateur qu'on donne le plus souvent, le réchauffement à la surface des continents des océans, en fait ça représente un indicateur imparfait du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Les basses couches de l'atmosphère, leur réchauffement, c'est que 1% de l'énergie supplémentaire emmagasinée, parce que l'air, il n'a pas une grande capacité thermique. Mais c'est un indicateur pertinent pour nous, habitants de la surface, pour les écosystèmes de surface. Et en réalité, beaucoup de conséquences du réchauffement climatique sont proportionnelles à l'amplitude du réchauffement à la surface de la Terre. Et puis c'est simple, en fait. Ça parle à tout le monde. Alors si on prend cet indicateur-là, le réchauffement mesuré à la surface de la Terre, continents et océans, donc là, c'est une analyse de l'Université d'Oxford sur la base des travaux précédents du GIEC en 2013. Vous avez mois par mois le changement de température pour ce mois-là par rapport à 1850-1900. Vous avez en bleu l'estimation de la part du réchauffement due aux facteurs naturels, soleil et volcan. Donc s'il n'y avait eu que ça, on aurait eu un léger refroidissement depuis 1960. Vous avez en orange la part qui est due aux activités humaines, donc l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, un peu masqué par l'effet refroidissant de certaines particules de pollution, qui ont un effet parasol. Et quand on prend tous les facteurs qui perturbent le bilan d'énergie de la Terre en compte, donc activité du Soleil, éruption volcanique majeure, rejet de gaz à effet de serre, changement d'usage des terres et rejet d'aérosols, on a la courbe en rouge. Donc dans l'état de nos connaissances, le réchauffement actuel est dû à environ 100%, plus ou moins 20%, c'est notre plage d'incertitude, aux conséquences des activités humaines. J'ai fait un test récemment, j'ai posé la question à des députés, des maires, des ministres, des chefs d'entreprise.
Quand j'aurais demandé à votre avis quelle est la part du réchauffement due à l'influence humaine, j'ai eu des réponses qui allaient de 20 à 50%. Ceux qui m'ont dit 20% m'ont dit vous allez me prendre pour Donald Trump. Et donc je pense qu'il y a un vrai défi à mieux expliquer ça, c'est-à-dire qu'aucun facteur naturel, ni la variabilité spontanée du climat, ni l'activité du Soleil, ni celle des volcans, ne peuvent expliquer le réchauffement récent. Et que les caractéristiques du réchauffement récent, elles sont parfaitement cohérentes avec la manière théorique dont on comprend les conséquences de notre perturbation. Et puis enfin, un climat qui change, donc c'est un ensemble de caractéristiques qui changent. J'ai parlé des extrêmes de température. Une atmosphère plus chaude, elle va plus facilement provoquer de l'évaporation ou de la transpiration, donc elle va aggraver la sévérité des sécheresses, c'est le cas sur le pourtour de la Méditerranée. Ça va provoquer un recul de l'enneigement, on le voit dans les Alpes pour l'enneigement de printemps, comme dans tout l'hémisphère nord. Un recul généralisé des glaciers, sauf là où il neige un peu plus. Mais globalement, c'est un recul généralisé des glaciers. Donc un réchauffement des basses couches de l'atmosphère qui aussi contiennent plus d'humidité, 7% de plus par degré de réchauffement, Clausius Clapeyron. Mais dans certains cas, avec des phénomènes orageux plus violents, une augmentation disproportionnelle de l'intensité des pluies torrentielles, comme dans le sud-est de la France. Donc une montée du niveau des mers qui se traduit par une augmentation des aléas de submersion côtière. C'est-à-dire qu'on va dépasser plus fréquemment un haut niveau marin parce que le niveau moyen monte et va se superposer à une forte marée ou une tempête. Un recul très clair de la banquise autour du pôle Nord. Et c'est un des éléments pour lequel on peut relier directement émissions de gaz à effet de serre et conséquences. 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère, c'est 1 mètre carré de glace de mer en moins à la fin de l'été. Pour les autres facteurs, c'est plus compliqué, c'est plus diffus en fait. Mais là, il y a une analyse qui existe, qui est relativement directe. Par curiosité, est-ce que vous connaissez votre empreinte carbone? Donc un Français en moyenne, c'est 11 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an dans l'atmosphère. 6,6 liés à ce qui se passe sur le territoire national, et le reste dû à nos importations. Donc c'est notre empreinte complète. Et puis si, en fonction de votre alimentation, de votre chauffage, de vos transports, si vous prenez l'avion, votre empreinte peut être largement supérieure à la moyenne française. Alors je veux maintenant parler donc du travail qui est fait par la communauté scientifique pour fournir aux décideurs une évaluation régulière de l'état des connaissances par rapport au changement climatique. C'est la raison d'être du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc le GIEC a été mis en place en 1988 sous l'égide du Programme météorologique mondial et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il y a un processus de co-construction. C'est-à-dire qu'au début, on écoute les attentes des gouvernements, de leurs délégués. Quelles sont les thématiques sur lesquelles ils veulent un point scientifique? On instruit ça aussi en termes de connaissances nouvelles et on va ensemble décider de thématiques à aborder lors de l'élaboration de rapports. Pour ces rapports, on va faire des appels à nomination. On va sélectionner les auteurs sur la base de leur expertise et aussi d'un équilibre entre les différentes régions du monde et d'un renouvellement aux 2/3 des auteurs d'un rapport au suivant. Donc pour ce cycle d'évaluation, le 6e, on nous a demandé, il y a eu une pression sans précédent pour produire un grand nombre de rapports. Donc on a rendu le rapport sur 1,5 degré de réchauffement planétaire qui nous a été demandé par la COP 21, dans la décision de la COP 21. On l'a rendu en octobre 2018. On a rendu en mai dernier un rapport sur les méthodologies pour faire les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, donc ce que chaque pays ensuite met en œuvre pour rapporter ses émissions. On va rendre au mois d'août un rapport sur le changement climatique et l'utilisation des terres, donc la question de la dégradation des terres et de la désertification, de la sécurité alimentaire, mais aussi plus profondément des systèmes alimentaires. Donc quelques ordres de grandeur, 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, 2 milliards de personnes en surpoids, un système alimentaire qui est responsable d'environ 25 à 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une production agricole qui est vulnérable quand le climat change. 2003 en France, c'est 20 à 30% de rendement en moins sur les céréales. Et donc tout l'enjeu de la gestion durable des terres pour stocker du carbone, mais également pour être résilient dans un climat qui change, tout en laissant la place à la biodiversité terrestre, en plus de la production alimentaire. Le dernier rapport qu'on va rendre dans ce cycle, le dernier rapport spécial, c'est celui qui porte sur les océans et la cryosphère. Donc la cryosphère, c'est la neige, la glace, les sols gelés sous toutes leurs formes. Et ce rapport ne portera pas spécifiquement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais sur les conséquences des changements dans ces milieux, donc les changements physiques et chimiques, les conséquences pour les écosystèmes,
les conséquences pour les sociétés humaines qui en dépendent et la manière de renforcer la résilience. Donc on aura des chapitres sur la haute montagne, les régions polaires nord et sud, sur les océans, leurs écosystèmes, sur le littoral avec les enjeux liés à la montée du niveau des mers, et enfin sur le risque d'événements extrêmes et abrupts liés à ces milieux. Et puis enfin, on fait des rapports, nous, par groupe de travail. Donc là, c'est plus cloisonné, c'est plus disciplinaire, entre guillemets. Donc sur les bases physiques du changement climatique, sur les options pour gérer les risques, construire une adaptation, et enfin sur les options d'atténuation, c'est-à-dire pour assurer un développement soutenable, permettant à tous de vivre dignement, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Et tout ça, en fait, sera rendu à temps pour fournir une base d'éléments scientifiques approfondis avant le mécanisme d'inventaire global en 2023 de l'accord de Paris sur le climat. C'est un mécanisme de révision tous les 5 ans. Alors je repars de l'accord de Paris sur le climat, donc dedans, l'objectif c'est contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés. Et au moment où cet accord a été fait à Paris en 2015, une centaine de pays considéraient que cet objectif n'était pas assez ambitieux pour des enjeux, pour eux, de sécurité pour leur population. Les petits États insulaires, les pays les moins avancés, la Chine. Et donc ce groupe a fait pression pour qu'on inscrive dans l'accord de Paris l'aspiration à renforcer les efforts pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. Et quand il y a un désaccord politique, parfois on se tourne vers les scientifiques. Et donc dans la décision de la COP21, il y a l'invitation pour nous, GIEC, à présenter un rapport spécial sur les impacts d'1,5 degré de réchauffement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un demi-degré de plus qu'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on gagnerait entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés en termes de risque climatique, sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce rapport, il a été préparé plus largement dans le cadre d'un développement soutenable, et en particulier son premier objectif, c'est-à-dire l'action par rapport à l'extrême pauvreté. Donc il y a une dimension sociale qui est très présente dans cette évaluation-là. C'est la première fois qu'on prépare un rapport transverse à tous les groupes de travail du GIEC, et il y a une contribution sans précédent des chercheurs en sciences sociales dans l'élaboration de ce rapport. Donc il a été rédigé par 91 chercheurs, donc du monde académique et du secteur privé, 2 qui travaillent pour l'industrie pétrolière, de 40 pays différents, moitié pays du Nord, moitié pays du Sud. Avec les contributeurs qu'ils ont choisis, ils ont passé en revue 6000 publications, les 3/4 qui sont plus récentes que 2014. Et enfin, on applique le peer review pour l'élaboration des rapports du GIEC. Donc chaque chapitre est relu 2 fois. Et enfin, le résumé pour décideurs qui se base sur les conclusions de chaque chapitre, sur la base de l'évaluation de la littérature, est également relu 2 fois. Donc ces 2 tours de relecture, c'est par des volontaires de la communauté scientifique, et c'est aussi par des experts nommés par les gouvernements. Et je précise en fait que personne n'est payé pour faire ce travail. Donc, le GIEC il fonctionne avec un petit bureau à Genève d'une dizaine de personnes qui coordonnent les réunions internationales. Les vice-présidents, les coprésidents comme moi du GIEC, on est mis à disposition par nos institutions. Et enfin, les auteurs font ça en plus de leur activité de recherche, d'administration de la recherche, d'enseignement et tout le reste, de même que les relecteurs. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, nous avons provoqué un réchauffement à la surface de la Terre d'environ 1 degré. Les effets ils sont déjà visibles partout. Le rapport de l'IPBES, rendu il y a un mois, montre que c'est un facteur en plus des autres qui affecte les écosystèmes et la biodiversité. Les effets ils sont aussi visibles pour les activités humaines, en particulier lors d'événements extrêmes intensifiés. Au rythme actuel, donc 0,2 degré de plus tous les 10 ans, on aura un réchauffement planétaire d'1,5 degré entre environ 2030 et 2050. C'est quand mes enfants auront mon âge. Ça va venir très vite en fait. C'est le monde de demain. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt de ce rapport-là, c'est de regarder ce qui va nous arriver à court terme. Si on ne réduit pas les émissions mondiales de gaz à effet de serre, on va atteindre 1,5 degré au sens climat, en moyenne sur 30 ans, puis après on va le dépasser. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent sur la trajectoire actuelle, et si les promesses des États effectuées en 2015 se réalisent, les émissions mondiales de gaz à effet de serre continueront à augmenter jusqu'en 2030. S'il n'y a pas plus d'ambition, ça nous met sur une trajectoire à la fin du siècle de réchauffement de 3 degrés ou davantage. Donc une accélération dans les décennies à venir du réchauffement et de ses conséquences. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les émissions passées, elles ne conduisent pas inéluctablement jusqu'à 1,5 degré. Donc même si on arrêtait tout, et on a fait des simulations en ce sens, le climat continuerait un peu à se réchauffer, mais pas jusqu'à 1,5 degré. Donc il reste une toute petite fenêtre, une toute petite marge de manœuvre. Par contre, dans tous les cas, les glaciers vont continuer à s'ajuster, les océans vont continuer à se réchauffer,
le niveau des mers va continuer à monter. On peut juste en fait contenir la vitesse de la montée du niveau des mers, mais pas le fait que cela se produise. Alors visuellement, donc ça c'est la même chose que tout à l'heure, on est entre 1960 et aujourd'hui, et entre un réchauffement de 0 et de 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel sur l'axe vertical que vous ne voyez pas. Donc ça c'est le réchauffement observé, la fraction due aux activités humaines à nouveau, donc 100% à 20% près de ce qui est observé. Et là ce sont des trajectoires idéalisées, donc un travail théorique de ce qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement autour de 1,5 degré avec une chance sur 2 d'y parvenir. Donc ça, c'est si les émissions mondiales de CO2 diminuent fortement, très vite, et atteignent net zéro, c'est-à-dire que les humains n'émettent pas plus de CO2, qu'ils ne soient capables d'enlever de l'atmosphère et de stocker de manière durable, à horizon en gros 2055, et si on baisse l'effet sur le climat des autres composés après 2030. Si on agissait plus vite, net zéro en 2040, le pic serait plus bas. Et si on n'agit pas sur les autres composés, le méthane, les suites carbone, ce qui réchauffe, le pic sera plus élevé. Donc je résume le défi. Depuis que je suis née, les émissions mondiales de CO2, elles sont passées de 15 milliards de tonnes par an déversées dans l'atmosphère à plus de 40 milliards de tonnes par an. Si on veut avoir une chance de contenir le réchauffement à 1,5 degré, il faut que cette courbe s'inverse brutalement, de manière continue, pour atteindre le net zéro le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'intégrale de cette courbe qui va conditionner le réchauffement futur du climat. C'est l'air en dessous de cette courbe. Donc c'est les émissions de vos grands-parents, vos parents, vous-même, les autres, vos enfants. C'est la somme de tout ça qui va conditionner l'évolution future du climat. Donc plus on tarde à agir, plus le cumul d'émissions est élevé et plus le pic de température sera important. Alors qu'est-ce que c'est un monde 1,5 degré plus chaud que le climat pré-industriel ou 2 degrés plus chaud ? Donc pour ça, en fait, on fait appel aux résultats de la modélisation du climat. Donc dans le monde, il y a une quarantaine de modèles de climat. En France, il y en a 2, Météo France et l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et systématiquement, en fait, ces modèles de climat, ils sont mis au point sur le climat actuel. On les teste sur les grandes variations passées, leur représentation des processus. Et pour évaluer ce qui est robuste, on va les confronter sur des scénarios communs. Donc là, ce qui est représenté, c'est ce qui se passe dans ces modèles de climat lorsqu'ils atteignent 1,5 degré. En fait, il y a plein de manières différentes de l'atteindre. Il y a plein de scénarios possibles. Donc en moyenne, un monde 1,5 degré plus chaud, c'est un monde où le réchauffement est toujours plus marqué sur les continents que les océans, s'intensifie vers le nord. Et plus le curseur global est élevé, plus le curseur régional sera élevé, aussi bien au-dessus des océans que sur les continents. En ce qui concerne les changements de précipitation, c'est un signal très contrasté. Donc, dans les régions froides, c'est plus doux, plus humide. C'est un effet thermodynamique. Dans les régions de climat méditerranéen, parce que la circulation à grande échelle de l'atmosphère change, lorsque le climat se réchauffe, c'est un climat plus chaud et plus sec. Donc, un des points chauds, entre guillemets, hotspot du réchauffement climatique, c'est la région méditerranéenne, avec la question de gérer une baisse qu'on observe déjà et qui va s'accentuer de l'abondance des précipitations en moyenne annuelle. Sur les événements extrêmes, le signal est aussi très clair. Donc sur l'intensité des pluies les plus intenses, les records de pluie dans chaque région, on s'attend à une augmentation significative pour chaque demi-degré de plus, quasiment sur tous les continents. Le signal est encore plus clair sur les extrêmes de température. Le nombre de jours très chauds va augmenter fortement. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, vous voyez que dans les régions tropicales, ce serait plus de 2 mois par an. Dans un monde 2 degrés plus chaud, ça augmente encore en durée, mais aussi en intensité pour l'intensité de la température lors des jours les plus chauds. En moyenne, 1,5 degré de plus à la surface de la Terre, c'est 3 degrés sur les pics de température, sans prendre en compte les effets d'îlots de chaleur dans les villes. En 2003 à Paris, lors de la vague de chaleur de 2003, c'était localement 4 à 8 degrés de plus que dans la périphérie sous l'effet des microclimats urbains. Pour 2 degrés de plus, c'est 4 degrés en moyenne de plus sur les pics de température. Une forte augmentation également de la température des nuits les plus froides. Bonne nouvelle, une moindre demande de chauffage lors de ces épisodes très froids. Par contre, ces températures des nuits les plus froides, c'est celles qui bloquent le déplacement vers le nord d'un certain nombre d'espèces que les agriculteurs appellent les bioravageurs, un certain nombre de moustiques qui peuvent porter des maladies à vecteurs. Et ce que j'essaye de souligner par là, c'est à quel point en fait, les conséquences des tendances moyennes, mais aussi d'événements extrêmes qui changent, vont entraîner des bouleversements dans les écosystèmes. Les effets directs du climat, on peut les anticiper. On peut les anticiper aussi avec des modèles agronomiques. Les effets indirects, c'est beaucoup plus difficile.
Pour le climat futur en France, c'est une poursuite du réchauffement dans tous les cas d'ici à 2050, quoi qu'on fasse. Une baisse des jours de gel, une hausse des journées chaudes. Météo France, sur la base de modélisation régionale, projette un doublement de la fréquence des vagues de chaleur entre maintenant et 2050. En cas de fort réchauffement, typiquement 4 degrés en moyenne planétaire, une forte baisse des précipitations annuelles dans le sud de la France. Dans tous les cas, une augmentation de l'intensité des pluies extrêmes. Une augmentation de l'assèchement des sols, une baisse du débit des cours d'eau. La durée des sécheresses passerait de l'ordre de 2 à 4 mois à horizon 2050, et en cas de fort réchauffement en fin de siècle, plutôt 6 mois. À horizon 2050, une projection de baisse de la recharge des nappes phréatiques et une projection claire de l'augmentation du risque d'incendie dans des régions qui aujourd'hui n'en ont pas nécessairement l'expérience. Donc ça, c'est pour la France. Donc notre analyse au niveau mondial, dans le cadre du rapport sur 1,5 degré, elle est très claire. Si vous limitez le réchauffement à 1,5 degré, vous limitez les risques climatiques. Des événements extrêmes moins intensifiés, une montée du niveau des mers qui serait à horizon de la fin du siècle pour un réchauffement de 1,5 degré de l'ordre d'une cinquantaine de centimètres. On gagnerait environ 10 centimètres par rapport à un réchauffement de 2 degrés. Dans tous les cas, la montée du niveau des mers, elle se poursuivra sur plusieurs siècles. Et on a une incertitude majeure sur le seuil de réchauffement planétaire qui provoquerait une déglaciation de certains secteurs de l'Antarctique. On sait que c'est possible, on sait que ça s'est produit dans le passé, on sait que c'est graduel, mais on ne sait pas où est le seuil qui permet de l'éviter. Et enfin, 1,5 degré par rapport à 2 degrés, c'est un risque moins élevé de perte de biodiversité sur les continents et de dégradation d'écosystèmes. Sur la base d'une méta-analyse de 100 000 espèces d'insectes, de plantes et de vertébrés, le risque de perte d'habitat sur les continents pour la biodiversité terrestre double entre 1,5 degré et 2 degrés. Dans les océans, on estime qu'à 1,5 degré, avec des vagues de chaleur marine plus intenses, plus fréquentes et plus longues, il y a un risque de dégradation sévère de 70 à 90% des récifs de coraux tropicaux, quasiment tous autour de 2 degrés de réchauffement. C'est également à 1,5 degré par rapport à 2 degrés des risques moins élevés pour les pêcheries, en particulier tropicales, donc une moindre baisse du tonnage, des chutes de rendement moins importantes pour le maïs, le blé, le riz ou le sorgho. Dans un climat qui se réchauffe, il y a des enjeux en fait parce que les qualités nutritives des céréales vont changer. La quantité de protéines, la quantité de nutriments présents dans les céréales. Entre 1,5 degré et 2 degrés, on diminue de moitié la fraction de la population mondiale exposée au risque de pénurie d'eau, donc dans les régions de climat semi-aride, de climat méditerranéen. Les risques ne sont pas les mêmes partout, ils sont disproportionnellement plus élevés pour l'Arctique, les zones arides, les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés. On a identifié en fait ce qu'on appelle des hotspots du réchauffement climatique, c'est-à-dire là où on a un signal de changement climatique fort, des vulnérabilités, une forte exposition à ces aléas. Donc c'est l'Arctique, continent et océan, c'est les régions alpines pour les écosystèmes, le pourtour de la Méditerranée, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'Afrique du Sud, les petits États insulaires, l'Asie du Sud-Est, qui ressortent comme des points chauds du réchauffement avec une forte augmentation des risques climatiques pour chaque demi-degré de plus. Et en réalité, la maîtrise du réchauffement climatique, c'est un enjeu de développement. C'est un enjeu de développement soutenable. On estime en fait qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est plusieurs centaines de millions de personnes en moins qui sont à la fois exposées au risque climatique et qui sont fragiles, susceptibles de basculer dans la pauvreté. On montre également qu'il y a toute une large gamme d'options d'adaptation pour agir, des systèmes d'alerte, l'adaptation des pratiques agricoles, la gestion des risques, l'adaptation des villes, l'adaptation du littoral, soit en renforçant la protection côtière, soit en reculant, un ensemble de solutions basées sur la nature qui permet de réduire les risques climatiques. Et c'est évident que les besoins d'adaptation, ils sont moins importants à 1,5 degré qu'à 2 degrés, mais ils vont augmenter tout le temps. Vous avez peut-être vu le rapport du sénateur Dantec le mois dernier qui montrait que la France n'est pas prête en fait. Sa stratégie d'adaptation n'est pas à la hauteur par rapport aux risques climatiques pour nous. Et on montre également qu'il y a des limites aux capacités d'adaptation, même pour un réchauffement de 1,5 degré. Alors visuellement, on peut représenter les risques sous forme de barres verticales en fonction de l'intensité du réchauffement. La barre grise, c'est là où on en est aujourd'hui. Alors les risques, en fait, ils sont indétectables en blanc, modérés en jaune, élevés en rouge et très élevés en violet. On a revu à la hausse depuis le dernier rapport du GIEC complet de 2013-2014 les risques pour les coraux d'eau chaude, pour les mangroves, pour les pêcheries artisanales tropicales, pour l'Arctique. Un monde d'1,5 degré plus chaud, c'est un monde où vous avez une chance sur 100 chaque année de ne plus avoir de banquise à la fin de l'été.
Un monde 2 degrés plus chaud, c'est une année sur 10, pour donner un ordre de grandeur des différences. À horizon 2050, il y aura dans tous les cas une dégradation forte des sols gelés autour de l'Arctique. Plus on change le climat, plus on rentre dans un territoire inconnu. Plus on risque d'avoir aussi des phénomènes de rétroaction. On les a chiffrés dans le rapport pour un réchauffement de 1,5 degré. Ça reste très incertain pour un réchauffement plus important. Donc les risques pour les écosystèmes terrestres, je les ai mentionnés. Une augmentation des risques d'inondations côtières. Si on prend pour le XXe siècle les données des marégraphes, on connaît la variabilité du niveau des mers. Tempêtes, cyclones, marées, etc. Quand on superpose cette variabilité à la tendance sur le niveau moyen des mers, on montre qu'en fait, à horizon 2050, pour beaucoup de régions tropicales, ce qui était le record de haut niveau marin sur 100 ans, ça se reproduira tous les ans. Donc ça donne une idée de l'ampleur des défis à mener pour l'adaptation du littoral, pour éviter d'être piégé sur des vulnérabilités fortes, et la France a un littoral très important. Donc des risques importants pour les rendements agricoles, on l'a vu récemment en France d'ailleurs, des risques pour certaines activités de tourisme en moyenne montagne, ce qui va dépendre des récifs de coraux, et des risques sanitaires, alors on le représente ici uniquement sous l'angle morbidité et mortalité liées à la chaleur. Dans les régions tropicales, même à plus de 2 degrés, on sera dans des conditions de chaleur oppressantes et dangereuses pour la santé humaine, dans beaucoup de régions et dans les grandes villes. Donc moi, je résume ça en disant, en termes de risque climatique, chaque demi-degré compte. Alors, qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement à 1,5 degré? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une forte baisse des émissions mondiales de CO2, une diminution de moitié à horizon 2030 par rapport à aujourd'hui, et la neutralité CO2 mondiale à horizon 2050. Si on veut contenir le réchauffement à 2 degrés, c'est une baisse d'un quart d'ici à 2030, et la neutralité à horizon 2070. On ne peut pas faire une analyse simple de coût, en fait, le coût des transformations, le coût des impacts, le coût de l'adaptation. On n'a pas en fait assez d'éléments sur ce que coûteront les pertes et dommages, ni que sera le coût de l'adaptation. Par contre, on sait que certaines actions pour le climat, elles ont des bénéfices annexes en matière de santé publique. Donc réduire les émissions polluantes qui dégradent la qualité de l'air, là on a des bénéfices directs et immédiats en termes de santé publique autour des grandes villes en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire préparer les jeunes générations d'aujourd'hui à penser autrement, à être prêts à porter des transitions de tous les grands systèmes, des transitions qui intègrent le fait d'être résilient dans un climat qui change et d'aller vers la neutralité carbone. Donc pour l'énergie, c'est décarboner la production électrique, en France c'est quasiment fait, c'est décarboner les transports. Pour l'usage des terres, en fait, c'est favoriser la préservation des milieux naturels et des puits de carbone, c'est lutter contre l'aménagement du territoire qui entraîne une dégradation des terres, c'est favoriser des pratiques agricoles qui stockent du carbone dans les sols. Pour les villes, c'est penser les villes autrement, pour qu'elles soient efficaces pour la mobilité, pour l'utilisation de l'énergie, pour les matériaux. Il y a un potentiel d'action qui est formidable à l'échelle des villes. Du côté de l'industrie, il y a tout ce qui touche à l'industrie et l'économie circulaire. Et il y a le besoin de mise en place d'infrastructures au service de ces transformations. Dans notre rapport, on montre en fait qu'il y a une large palette de technologies, mûres aujourd'hui, prêtes à être déployées, puis d'autres à construire graduellement sur les décennies à venir. Il y a un potentiel de rupture du côté des transports et du côté du bâtiment. Mais pour 1,5 degré, pour contenir le réchauffement à ce niveau aussi bas, il y a aussi la question d'une forme de sobriété. C'est-à-dire des changements de comportement pour maîtriser la demande en énergie, la demande alimentaire et la demande en matériaux non renouvelables. Et puis il y a des conditions de faisabilité, sortir le plus vite possible dans le monde de l'utilisation du charbon, augmenter d'un facteur 5 à 6 les investissements vers l'efficacité énergétique et les options bas carbone. Donc dans notre rapport, on passe en revue la littérature socio-économique sur ce sujet, des dizaines de trajectoires différentes qui sont représentées là. Le point commun, c'est cette forte baisse dans les décennies à venir et qui commence le plus vite possible. Alors je veux juste utiliser ça pour montrer ce que ça coûterait d'attendre 10 ans. Qu'est-ce qui se passe si on attend 10 ans et qu'on fait en gros la même chose? Le budget carbone cumulé augmente. Inéluctablement, on va dépasser 1,5 degré, avec le risque de perte irréversible d'écosystèmes, de gestion de crise pour les sociétés les plus fragiles. Et si on veut revenir en arrière, après avoir dépassé 1,5 degré, la seule option, en fait, c'est d'être capable d'éliminer à grande échelle du CO2 de l'atmosphère. Et ça peut être très risqué. Si, par exemple, on recourt à grande échelle à la production par des cultures de biomasse pour l'énergie, pour ensuite utiliser cette énergie-là pour faire de la chaleur et de l'électricité,
en stockant le CO2 émis. C'est une pression supplémentaire sur l'utilisation des terres, c'est une pression supplémentaire sur la préservation de la biodiversité, les forêts tropicales, les tourbières, les droits humains locaux, et on l'a vu avec des exemples récents. Donc on souligne en fait ces risques-là qui sont présents. Moi je résume ça en disant chaque année compte. Et pour finir, la question climat, elle n'est pas seule. En fait, il y a toutes ces dimensions multiples d'un développement soutenable avec la question de la pauvreté, des inégalités, de la faim, de l'accès à la santé, de l'accès à l'eau, l'accès à une énergie propre et sûre, des villes résilientes, etc. Donc tous ces objectifs que les Nations Unies ont définis dans le cadre de l'agenda 2030 d'un développement soutenable. Et on montre en fait que devant nous, il y a des choix. Et certains choix permettent d'atteindre les objectifs du développement durable, de réduire les émissions, de limiter le réchauffement, de faciliter l'adaptation. Et ça, c'est un modèle de développement soutenable, résilient face au changement climatique et qui va vers la neutralité carbone. Et donc pour ça, en fait, ça demande de mener des transitions éthiques et justes, en regardant les synergies, les compromis entre l'action climat et les autres objectifs du développement soutenable. Quelques exemples. Si vous luttez contre la précarité énergétique, vous avez des bénéfices sur plusieurs dimensions. Si vous augmentez la fiscalité sur les carburants sans redistribution, vous allez peser de manière disproportionnelle sur ceux qui ont une mobilité contrainte et pas d'alternative. Donc en fait, dans chaque contexte, il y a vraiment cette nécessité de penser l'action climat de manière beaucoup plus large, au service d'un développement qui ne laisse personne derrière, qui permette à tous de vivre dignement en portant une attention particulière à ceux qui sont les plus vulnérables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les bénéfices les plus larges dans ce contexte-là, c'est là où on maîtrise la demande en énergie, donc une sobriété énergétique, on maîtrise la demande en matériaux non renouvelables, et on a des choix alimentaires sains, nutritifs, mais qui réduisent la pression sur les terres et qui réduisent les rejets de gaz à effet de serre. Et il y a des synergies énormes. Si on permet aux jeunes gens de se déplacer à vélo pour aller à l'école, c'est un investissement sur leur bien-être physique et mental. C'est bien pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien pour les émissions de polluants, mais ça demande des infrastructures pour le faire de manière sûre. Et je prends cet exemple-là parce qu'il n'y a que 10% des jeunes filles et 15% des jeunes gens en France qui ont une activité physique suffisante pour être en bonne santé physique et mentale. Et je pense qu'on doit porter une attention particulière à la jeunesse dans cette réflexion-là. Et donc en regardant les choses qui cochent plusieurs cases, qui sont des investissements sur le temps long, on peut aussi en fait de cette manière-là guider une action climat qui soit au service de l'amélioration du bien-être de tous. Alors il y a des conditions clés de faisabilité, la coopération, la gouvernance, un cap clair. L'innovation, et en fait c'est autant de défis formidables pour les jeunes générations. C'est penser vraiment autrement, des approches systémiques entre systèmes. Il faut leur donner des clés pour comprendre, des clés pour agir. Ça demande aussi de mobiliser les financements. Et moi, j'insiste vraiment sur la question de l'éducation et de la formation, qui sont essentielles. Et je termine en fait en disant, dans ce contexte-là, chaque demi-degré compte, chaque année compte, et chaque choix compte. Je vous remercie de votre attention.